Merci. Donc la parole est maintenant à monsieur Vincent Capo-Canellas. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président et monsieur le rapporteur général de la commission des finances, monsieur le vice-président de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, le moment est sans doute particulier, chacun l'a souligné ici, avec ce hasard du calendrier qui nous fait débattre au moment où le gouvernement est réuni en séminaire. Et nous remercions monsieur le ministre de sa présence. Ce qui nous frappe, monsieur le ministre, c'est sans doute l'importance des choix qui sont devant nous collectivement, devant vous, gouvernement, et devant nous tous, ici, représentants de la Nation, avec le sentiment, bien sûr, qu'il faut tout à la fois retisser le lien social, reconstruire la cohésion sociale dans notre pays, qui est fragmenté, qui est souvent atomisé, et que nous devons également aussi, bien sûr, consolider une crédibilité financière que nos partenaires européens nous dénient parfois. Ma conviction est que nous ne devons pas perdre le fil de la nécessaire amélioration de nos comptes publics. Au-delà du programme de stabilité, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes conduits à aborder les éléments issus également de la conférence de presse du président de la République et les suites que nous devinons des intentions du gouvernement ou que nous tentons de deviner. Le document qui nous est soumis contenait, cela dit, des prémices. Et je ne vois pas de rupture, mais plutôt un approfondissement. Alors, approfondissement, certains diront, dans le sens de la dépense, dans ce que le président de la République a annoncé, avec bien sûr des inflexions. Le tout, évidemment, interroge du point de vue de sa soutenabilité financière. Et je voudrais ici dire quelques mots sur la stratégie globale, parce que je pense que c'est de ça dont il s'agit. Au moment où la croissance faiblit, moins qu'ailleurs en Europe, bien sûr, mais elle faiblit, et votre programme de stabilité prend acte de cet élément-là et en tire des conséquences. Le retour à l'équilibre des finances publiques qui est retardé avec le programme transmis et les mesures du président de la République. On est, disait hier Jean Pisani-Ferry dans un grand journal du dimanche, à 30 milliards d'euros de dépenses publiques supplémentaires et de moindres recettes. J'intègre dans ce chiffrage, bien sûr, la taxe d'habitation. À ce stade, le gouvernement annonce 10 milliards d'euros d'économies et de recettes nouvelles, et ces 10 milliards intègrent les 5 milliards de réduction des niches fiscales. Si on s'en tient donc à ce chiffrage, il y aurait 20 milliards à trouver, soit 1% du PIB. Ma deuxième observation est sur la nature de la politique suivie. Jusque-là, on était dans une politique clairement orientée vers une politique de l'offre, et on peut comprendre que des ajustements conjoncturels aient été nécessaires, et le rapporteur général l'a rappelé, le Sénat les a votés pour la première partie de décembre. Alors attention quand même à, sous réserve de ces ajustements et des dépenses nouvelles, sans doute inévitables, à ne pas basculer dans une politique de la demande. Le risque serait de basculer dans une politique du pouvoir d'achat et du déficit. Le choc du pouvoir d'achat, si choc il y a du positif, mais la dette, c'est comme les erreurs, ça se paye toujours un jour. Il faut donc une prise de risque, bien sûr. Elle suppose que la conjoncture tienne et qu'il y ait un effet vertueux sur l'emploi, avec les conséquences économiques et financières que l'on pourrait en attendre. Je ne crois pas que la réduction des déficits peut s'accommoder durablement d'une moindre réduction du nombre de fonctionnaires, et viser une réduction de la dépense publique sans une baisse du nombre de fonctionnaires significative me paraît être une équation impossible. Cette fois, s'agissant de la réduction des impôts, je voudrais simplement dire qu'elle est souhaitable, bien sûr, à condition qu'elle n'intègre pas d'autres augmentations pour d'autres catégories. Et nous nous souvenons que nous battons, chacun le sait, des records d'imposition. Je voudrais aussi dire que la réduction des niches des entreprises est une voie, bien sûr, mais attention à la stabilité fiscale pour les entreprises. Bien sûr, l'instabilité fiscale est une chose, l'instabilité sociale est pire encore, mais attention à garder la stabilité fiscale. Sur la baisse des impôts, enfin, je voudrais, pour terminer, pointer un deuxième sujet, l'hyperconcentration qui me semble de plus en plus s'accentuer. Je pense que la réforme fiscale, demain, sera une nécessité. Dernier élément, il y a deux marqueurs pour demain, la réforme de l'État, l'âge de la retraite. Les deux sujets sont posés. Sur l'âge de la retraite, je crois que les termes du débat sont connus. Sur la réforme de l'État, il me semble que c'est l'élément essentiel. Et je voudrais terminer en mettant en garde sur le risque des taux. Si les États-Unis modifient leur politique d'endettement, le risque est quand même réellement devant nous. Je vous remercie. Merci. Donc la parole est maintenant à monsieur Jérôme Bascher.
Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général,